Mister Pierre, Pierre Amelot, bonjour. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Tout bien et toi? Écoute, pas trop mal. Depuis quand est-ce qu'on s'est vu? C'était Nous sommes novembre? début décembre. Début décembre. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se croise sur la toile et puis enfin j'ai eu le plaisir de te rencontrer AFK et, et puis c'est vrai on était pas trop mal hein, au Kompensky, c'est sympa comme il y a pire comme endroit Il y pour a pire. lounger. Un hôtel 5 étoiles à Genève, une super salle de conf, et puis un super formateur, faut le dire quoi. Oh, ça c'était. J'ai encore des trucs à améliorer, mais en tout cas, c'est pas pour me vanter, mais j'en ai fait, hein, j'en ai crawlé des conférences et des machins, mais on était vraiment bien, quoi. C'était, je veux dire, open bar Nespresso, confortable, tout était nickel, rien à dire, quoi. Je pense qu'il faut saluer la logistique derrière parce que il y en a, il y en a deux qui n'ont pas chômé pour la préparation de C'est l'événement. clair. Brian et Fabien, si vous nous écoutez, chapeau. Mais chapeau aussi enfin, là où ils m'ont le plus impressionné, c'est le deuxième jour, tu sais, où ils ont installé le buffet dans la pièce. Je m'en suis même pas rendu compte qu'ils mettaient les tables, ils préparaient la bouffe et tout. Tellement les gars sont pros et silencieux, très impressionnant. Mais bon, bref. Faut dire, on a bien mangé, on a bien rigolé, on s'est raconté pas mal de choses. Mais moi, ce que je disais, on a fait le point après la formation. J'ai apprécié le Back to Basics. C'est vrai que moi, c'est mon quotidien et j'ai apprécié de pouvoir me dire, ah ouais, ce que je raconte au quotidien à mes clients, ce que je mets en place dans mes stratégies, je suis pas le seul à le penser et c'est quand même rassurant, même pour pour quelqu'un qui est confirmé, qui en fait tous les jours, c'est rassurant de se dire il y a quelqu'un d'autre qui pense de la même manière et moi ça m'a conforté dans ma manière de faire. Cette formation, voilà, elle n'est pas juste pour les débutants, elle est globale et ça m'a fait plaisir de reprendre les bases comme si je savais rien et me dire est-ce qu'il va dire un truc différent de ce qu'il fait est-ce que je vais apprendre un truc donc voilà, je te rassure, j'ai appris quand même deux, trois petites choses. Et surtout, ce que j'ai beaucoup appris, c'est je donne pas mal de cours. Je fais pas mal de vulgarisation. Parce que quand on bosse avec des clients grands comptes, on va en parler après, on fait beaucoup de vulgarisation, d'explication pour convaincre, pour rassurer, mais pareil, avec des PME et des indépendants. Et j'ai appris dans les images que tu as utilisées, dans la manière que tu as de présenter certaines choses qui est forcément différente de la mienne, puisque ça tient à chacun. Et j'ai apprécié de voir de nouvelles choses par rapport à ça. Donc voilà. Ouais, c'est sympa, merci. Mais honnêtement, c'est vrai que c'était une première tout seul sur 2 jours comme ça là. Bon, mais assez parlé de moi. Parlons de toi. Parlons de moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par selon toi, ben il y a plein de choses à savoir. Déjà, pour ceux qui te connaissent pas, qui es-tu, d'où viens-tu, que Alors, fais-tu? pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Amelot, je suis sur le web depuis quelques années. Je suis tombé dedans quand j'avais 13 ans. Je me suis posé la question de savoir comment ça marchait derrière. Donc j'ai commencé sur un petit site qui s'appelle le site du zéro, dans sa version encore, je crois que c'était sa version 2. Et j'ai mis les mains dans le code, j'ai appris à faire du web avec des tableaux. J'ai appris un an plus tard à faire du web sans tableau. J'ai appris en tant que développeur. Je me suis intéressé, j'ai fait mon premier site, j'étais en troisième, j'ai vendu mon premier site à 16 ans, tout seul à ma librairie, à la librairie du coin de chez moi, avec un ami qui était designer. Voilà, un petit projet, pas d'envergure, mais je suis content, le site est encore en ligne et il fait son office. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter ma première startup à 17 ans. J'ai bossé avec un entrepreneur qui avait 10 ans de plus que moi, donc il en avait 27 à l'époque, qui est venu me voir et qui m'a dit Pierre, j'ai une idée, mais je ne sais pas mettre les mains dans le cambouis. Est-ce que tu peux le faire pour moi, le faire avec moi? J'ai dit ok, go. Et on a bossé pendant 2 ans sur une startup dans le domaine de la petite annonce, assez proche du concept du Bon Coin, un peu avant le lancement du Bon Coin. Le projet n'est jamais sorti. Par contre, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris entre autres que il faut être focus sur ce qu'on fait, être concentré, mais en même temps avoir l'esprit grand ouvert. Et ce projet m'a appris à faire de la veille et a appris à avoir l'esprit très ouvert sur plein de sujets. Et aujourd'hui, je suis un passionné. Je prends tout ce qui vient. Voilà. Dans les petites choses marrantes, ça m'a ça m'a fait
Ça m'a fait un peu triper qu'on m'ait confié deux stagiaires de 23 et 24 ans, alors que j'en avais pas 18, dans ce projet de start-up. J'étais encore au lycée et j'ai eu pendant 6 mois deux stagiaires en école d'ingénieur. Donc voilà, des petits trucs marrants comme ça qui m'ont beaucoup appris parce que c'est pas facile de gérer de l'humain. Et voilà. Et après, pour continuer sur mon cursus, en gros, j'ai appris la pratique, puis après, j'ai appris la théorie. J'ai fait un DUT réseau télécom à Annecy, une licence en management et technologie. De beaux termes, le management, c'est de la gestion, de la qualité, de la compta. J'ai fait de la compta et j'ai mangé de la compta. C'est pas forcément le truc que je préfère. Et puis toute la partie technologie, c'est toute la partie informatique. Donc je me suis bien amusé aussi avec de l'algorithmie, avec des langages de programmation objets. Voilà, je peux parler de Lisp, de Smalltalk, des choses sur lesquelles je me suis bien amusé. Puis j'ai eu l'occasion de partir 1 an à l'étranger. Je suis parti 1 an à Édimbourg. Euh, ça m'a permis ça m'a permis de me rassurer sur mes capacités en anglais. Je suis pas le meilleur du monde en anglais. Je me débrouille, je sais comprendre, on me comprend. Et puis, j'ose maintenant, parce qu'avant, c'était plus difficile. Ça a toujours été ma bête noire, les langues. Euh, voilà. Et en gros, j'ai de la chance parce que j'ai trouvé ma voie assez tôt. Et en gros, depuis la première, je m'éclate. Je m'amuse dans ce que je fais. Et donc, je passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai un métier passion. Donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai la chance et la malchance que mon métier soit ma passion ou que ma passion soit mon métier. Parce que ça veut dire que j'aime ce que je fais, je me lève tous les matins avec la patate. Et en même temps, le risque, c'est d'en faire trop, de faire plus que ça. J'ai des fois du mal à décrocher. Euh, voilà, mais la petite astuce aujourd'hui, par exemple, je me fais 2 semaines par an off. Pas d'écran, pas de téléphone, pas d'internet. 2 semaines par an. Et le secret pour ça, c'est que je pars en camp avec des jeunes. Voilà. Donc en pleine nature, et dans ce cas-là, on est tranquille, on est coupé du monde. Et voilà, ça permet de garder un équilibre. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être ça la question suivante. Alors j'ai eu l'occasion pendant 2 ans de gérer une équipe de développeurs web pour une petite boîte suisse, l'équivalent d'une SS2I où on fait du développement de site internet. Et depuis septembre, j'ai été libéré de cette équipe et je suis venu après mes premières amours en tant que consultant en référencement naturel, plutôt orienté sur des clients grands comptes, donc avec des problématiques assez spécifiques à gérer des sites dans toute l'Europe, du multilingue. En général, on parle de 25 pays en Europe, avec des contraintes spécifiques, avec des clients dans toute l'Europe et avec des défis passionnants. Ouais, Voilà. on en reparlera dans quelques minutes, mais tu parlais donc de pas ton aversion, mais dans ta peur un petit peu entre guillemets des langages. Mais par contre, les langages informatiques, t'en maîtrises une pelletée, hein, parce que ça va de C++ à PHP bien sûr, ou Objective-C, Java, Ouais. ou je sais pas quoi. Enfin, J'ai touché à plein de choses. Maintenant, dire que je maîtrise l'objectif C, ce serait faux. Je suis pas un développeur aguerri. Par contre, j'en ai fait quelques mois. J'ai touché assez pour savoir que c'était pas plus ma tasse de thé que ça. Maintenant, oui, j'ai fait du C, du C++, la base, quoi, la base au niveau développement. Maintenant, mes langages de prédilection, ceux sur lesquels je suis le plus à l'aise et où je cumule plusieurs milliers d'heures en compteur, c'est PHP et HTML, CSS. Maintenant, euh, la technique aujourd'hui m'aide au quotidien pour avoir une base solide et savoir de quoi je parle. Mais en dehors d'un projet perso dans le domaine de la généalogie sur lequel je bosse depuis 2011, je ne touche plus au code dans mon quotidien. Je touche au code. ta baseline te définit très très bien, hein. Web enthousiaste, je trouve, est très bien trouvé. C'est ce qui est surtout très surprenant, et je pense pas être le premier à le dire, c'est ta maturité par rapport à ton âge. Parce qu'on a l'impression que tu as 250 ans, finalement, non, tu es encore un petit jeune. Enfin, 250 ans, tu pourrais passer pour un des vieux dinosaures du web et des anciens du SEO, alors que finalement, tu es tout jeune, quoi. Ouais, je suis tout jeune. Je suis un peu plus jeune que ce que les gens pensent. Maintenant, l'intérêt du web, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme, c'est qu'on n'a pas besoin de montrer notre âge, on a besoin de montrer nos compétences. S'il y a des résultats, en général, ça suit. Et j'ai de la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi. Et avant de rentrer dans la boîte pour laquelle je suis, j'avais 21 ans et j'ai Quechua qui est venu me chercher pour me proposer une mission de 6 mois en tant que chef de projet sur la partie mobile. Et j'ai fait des choses juste géniales. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement d'une grande entreprise, du monde de la distribution. Et en fait, on m'a pas jugé sur mon âge.
j'ai fait mes preuves, on m'a jugé sur mes capacités, ils me connaissaient parce que je bossais en agence avant, et j'ai fait une mission pour eux, et, euh, et ils ont trouvé que je répondais aux besoins, et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui me tendent la main en me disant, bah voilà, je te propose cette opportunité-là, libre à toi de la prendre. Et moi j'ai dit go, on y va. Euh, Peut-être que des fois j'étais un peu fou aussi, mais voilà, ça m'amuse. Et si tu viens me proposer un défi, un challenge, j'ai du mal à dire non. Honnêtement, c'est peut-être l'un de mes défis. En gros, si tu arrives à m'enthousiasmer pour ton projet, on y va et je suis à fond. Et voilà, donc, aujourd'hui j'essaie d'apprendre à dire non. Peut-être là, voilà, peut-être que dans quelques années j'y arriverai. Mais tant que je m'amuse, je continue. Et le jour où je m'ennuie dans ce que je fais, bah, si je m'ennuie trop souvent, je me pose la question à changer. Oui, et puis j'ai l'impression, enfin, tu me diras si j'ai tort, mais c'est pas forcément de la remise en cause, mais disons que c'est de la curiosité qui te permet d'avancer, en tout cas te remettre en question et toujours de vouloir. Mais c'est aussi finalement le médiocre qui veut ça. On est sur Internet et on doit forcément évoluer en permanence et forcément être dans le groove, quoi. Sinon, ben, ça marche pas, quoi. Hein. Ça va très vite. Et moi, je l'ai vu sur ma petite expérience sur le web. Les méthodologies, elles évoluent à très grande vitesse. Et il y a des gens qui sont très intelligents sur cette terre, qui imaginent de nouvelles choses. Il faut juste être à l'écoute et essayer de comprendre, essayer de reproduire, d'améliorer. Voilà, moi j'ai un blog perso depuis 2006 et mon blog perso m'a servi à une seule chose, à un gros labo, à m'amuser, à tester des choses. J'ai testé, pour te dire jusqu'où j'ai testé du lien sponsorisé assez crade en marquant lien sponsorisé. Et je me suis pris une baisse de page un quality rater, ce qui est passé sur le site. Et on l'a vu, la période a été clairement testée. Mais j'ai pas testé le lien sponsorisé par appât du gain ni pour rien. Ce blog m'a coûté au final plus d'argent que ce qu'il m'en a rapporté. Par contre, je me suis amusé sur du AdWords. Je me suis dit, tiens, si on change le design d'une pub AdWords, qu'on change l'emplacement, est-ce qu'on a plus de taux de clic? Je me suis rendu compte que si on faisait une rotation, par exemple, toutes les 3 jours, il faut 3 jours aux internautes pour s'habituer. En tout cas, sur mon blog, il leur fallait 3 jours pour s'habituer à le nouvel emplacement, à le remasquer. Et en fait, comme j'avais personne à qui je devais demander une autorisation pour faire quelque chose, que c'était mon blog, que si je faisais une connerie et qu'il était offline, bah, c'était mon blog, il n'y avait pas d'impact, j'ai pu tester beaucoup de choses. On s'est amusé, mais un jour, je ne comprenais pas. J'ai un article qui a fait 20 000 pages vues sur la journée. Et je ne comprenais pas, c'était en général, on en faisait 20 000 dans le mois sur l'ensemble du blog. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un article qu'on avait publié 6 mois plus tôt, qui était une petite image d'une voiture en kit, avec le titre de l'article, c'était si Ikea faisait une voiture, ce serait ça. Donc une voiture complètement démontée en morceaux, un peu comme un meuble Ikea. Et en fait, c'était la période où Ikea a lancé son service de covoiturage. Et nous, sur Ikea voiture, on était en top 1 en France. D'accord. C'est juste, on a l'article, on l'a mis en ligne parce que pour le plaisir. Et puis, on a analysé après coup ce qui s'est passé. Et puis voilà, ça m'a permis de découvrir les détails de Google Analytics, voilà, de voir, il y a un bouton là, si je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe voilà. Donc, toujours pareil, de m'amuser. Moi, ce qui me guide aujourd'hui, c'est la curiosité et la passion. Ben, on partira sur les projets perso après, mais déjà quand on arrive voir Pierre et puis qu'on se pose et qu'on dit bon ben voilà, je dois être présent dans 25 pays, j'ai 300 sites, euh, et on parle pas de sites de MFA ou de Black Hat, là on parle de l'institutionnel, du vrai, du lourd, du gros. Euh, comment ça se passe? Parce que là, tu dois, toi, en fait, mettre de l'huile dans un paquet de rouages. Tu as un paquet de strates dans lesquelles il faut que tu t'infiltres. Comment Ben, tu t'y prends? déjà, les clients, si tu parles de mes clients, c'est des clients grands comptes. La particularité des clients grands comptes, c'est que c'est beaucoup de politique, beaucoup d'explications, beaucoup de vulgarisation, avant même de faire la première ligne de technique. C'est-à-dire qu'il faut gagner la confiance d'un certain nombre de personnes. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'il faut que quand je veux vendre quelque chose à un de mes clients, il faut que je vende le projet au client. Et une fois qu'il est motivé, il faut que je l'aide à vendre à son supérieur. Et je ne vends jamais un projet pour son projet. Je le vends pour son avancement en interne. Aujourd'hui, c'est l'impact que ça va avoir derrière. C'est si le projet réussit, la personne elle peut évoluer dans l'entreprise, et si le projet n'est pas réussi, ça va bloquer son évolution. Donc,
l'idée, quand on fait de la vente, c'est ça, c'est de les accompagner là-dessus et de leur faire une réussite en interne. Maintenant, on est intéressé parce que nos clients sont comme notre sponsor en interne. C'est eux qui ils choisissent leur cheval, leur poulain, et si on est bon, on va avoir d'autres projets. Et voilà. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans une boîte qui bossait déjà pour des clients de rencontre sur la partie développement et de pouvoir leur ramener toute la partie conseil sur la partie référencement. Et ça a commencé par des choses toutes basiques. Ça a commencé par dire, tiens, si on mettait un Google Webmaster Tools sur l'ensemble de vos sites. Alors quand on parle avec un client de rencontre, quand on fait une réussite sur un projet, qu'on leur montre que c'est utile, le client vient te revoir et puis il te dit, ah c'est cool, tu l'as fait sur un site en France ou sur un site en Suisse, fais la même chose sur 300 sites. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que quand on fait une réussite pour ces clients-là, derrière il faut penser industrialisation et il faut que ce soit scalable. J'ai eu des petites surprises avec les équipes de Google, entre autres sur Google Analytics. Google Analytics n'est pas industrialisable. Donc je suis obligé de bosser avec des petites mains et de faire des petites mains parfois moi aussi pour aller déployer des choses un peu partout. Et si demain je fais un dashboard personnalisé que je déploie sur 300 sites, il faut le déployer à la main. Et aujourd'hui, les équipes Google Analytics qui sont en support pour mes clients grands comptes, puisque j'ai de la chance de travailler sur des Google Analytics Premium, si tu veux, je pourrais t'en dire plus. De la chance. En tout cas, je travaille sur des Google Analytics Premium. Et bien, même les équipes de support n'ont pas été capables de me proposer une solution. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être astucieux, trouver des solutions soi-même. Et la plupart du temps, la solution, c'est la bonne huile de coude et puis du temps, des petites mains. On bosse dessus. J'ai de la chance d'avoir 2 webmasters en interne dans la boîte qui font les petites mains et qui me supportent quand j'ai beaucoup trop de boulot. Voilà. Alors après, comment on fait ? Il faut du temps, il faut 18 mois. En général, le temps joue pour nous quand je veux vendre une nouvelle prestation à un client qu'on n'a jamais entendu parler. Il faut 18 mois. Donc quand je suis rentré en tant que project manager et pendant 18 mois, on leur a parlé de SEO. Et puis SEO, à force qu'on leur en parle de référencement naturel, c'est venu entre guillemets à la mode. Et on n'était pas les seuls à en parler, mais je pense qu'on a bien joué là-dessus. Et puis il y a un jour où tu as un client qui dit ok, je vais aller dans cette direction-là, et puis ce jour-là il pense à toi, et donc il dit qu'est-ce que tu peux faire, et là dans ce cas-là tu as des temps très courts pour réagir et proposer une stratégie. En général la méthode c'est un peu le pied dans la porte. On fait une petite chose, on fait une petite prestation avec un résultat, et après on en fera une deuxième petite avec un deuxième résultat, et puis en espérant qu'à un moment il y ait la confiance qui s'installe et puis qu'on puisse faire quelque chose de gros, de grand, et de s'amuser. En fait, avec un client grand compte, le jour où il te fait confiance, les budgets peuvent être colossaux. Mais les attentes sont aussi colossales. Donc, c'est intéressant de travailler avec des gros budgets, sauf qu'il faut toujours penser à industrialisation. Parce que quand je travaille sur 25 pays, il faut pouvoir répliquer ça sur 25 pays à coût minimum. Si je dois réimaginer le processus 25 fois, au final, c'est pas rentable, parce que quand tu divises par le nombre de pays, quand tu as un budget de 300 ou 500 000, il y a un moment où si tu divises par 25 pays, finalement, ça fait des budgets normaux d'une grosse PME. Voilà. Donc, ça répond à ta question ? Tout à fait, tout à fait. Mon expérience grand compte est souvent... maintenant, j'en fais beaucoup moins, mais j'ai aussi beaucoup sous-traité pour les agences. Et moi, la grosse frustration, ça a toujours été de voir que, au final, tu es content quand tu as déjà 10% de ce que tu avais prévu qui est appliqué. En tout cas, pour la partie surtout technique, quoi, aux petits techniques, quoi. Et finalement, je me dis... tout ça pour pas grand chose, parce qu'effectivement des centaines de slides, des mois et des mois d'accompagnement, de bug track et de trucs, de machin truc, et puis c'est toujours ces luttes intestines entre t'as l'agence en charge du marketing, t'as l'agence en charge du SEA, l'autre du SEO, du design, du truc, du bidule. Tout le monde se tire un peu la bourre. J'ai l'impression que tu t'en tires pas mal parce que tu as le smile et puis tu n'as pas oublié le principal, et tu en parles souvent, c'est l'humain. L'humain est au centre. Et c'est peut-être ça le secret finalement, l'humain. Il y a des astuces. Déjà, la première astuce que j'ai, c'est que je bosse pour l'agence de dev.
Donc quand je dis quelque chose, je ne le dis pas à mon client, je le dis à mes devs. Ouais. En fait, aujourd'hui, toute la partie technique, elle est packagée en amont. Quand on livre un site, il est déjà optimisé techniquement. Ouais. Euh, et j'ai donné des objectifs à mes développeurs et en fait j'ai même pas donné, ils sont venus les chercher et m'ont dit comment on peut s'améliorer. Donc je les ai formés en interne. Les front-end sont formés en interne et les back-end ont aussi suivi la formation et on est en train de travailler sur tout ce qui est optimisation du code pour que ça charge le plus vite possible. Entre autres, on a un de nos clients qui nous a lancé le défi d'avoir un site qui charge le plus vite possible et on s'est posé des questions jusqu'à générer en statique. Donc c'est des sites, là c'est un gros site, hein, on est sur un site qui fait un gros site. Entendons-nous, sur un site corporate, c'est un gros site, du site de 500 à 1000 pages. Donc voilà, pour des sites corporate de brand, c'est des sites qui sont quand même conséquents. On s'est même posé la question de générer les pages en statique, c'est-à-dire d'avoir le framework, le CMS qui est derrière. On clique sur un bouton au moment où on fait la modification et il te régénère toutes les pages sur le serveur et que c'est plus que des pages HTML et qu'on délivre au plus près. Voilà, on a des discussions jusque-là. Donc sur la technique, je suis pas trop frustré, ça va. J'ai de la chance d'être entouré de techos, donc ça c'est plutôt sympa. Après, l'approche que j'ai souhaité mettre en place, c'est que quitte à faire de l'explication et devoir faire ce qu'on appelle de la politique et de négocier avec des clients, autant en fait les évangéliser et les former. Donc je donne aujourd'hui beaucoup de formations à mes clients sur Google Analytics par exemple. Et en venant là, en faisant une petite formation, en général, j'ai entre 6 et 8 de mes clients, des gens qui sont très marketing, donc qui sont très peu proches du digital. Alors digital, c'est aussi un grand mot chez les grands comptes, donc très peu proches du web. En gros, je leur donne une formation sur Google Analytics qui dure 3 heures. En gros, il y a 45 minutes de théorie dans les 3 heures. Mais à chaque fois que j'envoie un nouvel élément, je leur explique ce que ça veut dire qu'un taux de conversion, un taux de sortie, un taux de rebond. Eh bien, à chaque fois, il y a des dizaines de questions qui arrivent, et comme ils ont tous leurs Google Analytics ouverts sous les yeux, eh bien, les réponses, je les donne au fur et à mesure avec du concret. Donc, on passe 3 heures à faire entre la formation et le consulting, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur mettre le nez dans Google Analytics, dans les statistiques, qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, qu'ils voient les enjeux, et surtout qu'ils soient capables de voir les résultats par eux-mêmes. Et moi, ça m'aide parce que en face de moi, j'ai des agences qui sont énormes, et moi, je suis tout petit. Et les agences qui sont énormes, elles bossent depuis des années avec mes clients. Et donc forcément, je me bats pas à armes égales. Ils sont là, ils ont déjà fait des résultats, voilà. Sauf que il y a dans les agences avec lesquelles je bosse, parce qu'on bosse ensemble ou on bosse contre, ça dépend des mandats. Voilà. Des fois, notre client nous demande qu'on travaille ensemble. Il y a des fois aussi, je me bats contre une autre agence. Mais il y a des agences qui bossent très bien. Et il y a vraiment des bonnes agences en Europe. Puis il y a des agences qui se reposent un peu plus sur leur laurier. Et ces gens-là, je me rends compte qu'ils vont mettre 3 mois à réagir et à faire quelque chose, où moi je sais que techniquement il y a 2 heures de boulot. Et forcément, moi je suis un techos et j'aime bien que le boulot soit fait correctement. Et pour en avoir discuté avec des anciens de ces agences-là, que je ne citerai pas, forcément il y a un moment, quand il faut faire déplacer 8 ou 10 personnes, qu'il faut leur faire tous prendre l'avion, faire des présentations, etc., ça a un coût. Et ce coût-là, il est reporté, et tu peux pas forcément le dire aux clients. Je devrais peut-être pas dire ce genre de choses dans une vidéo, mais forcément que c'est chargé ailleurs. Bon, après, les clients sont pas dupes. Donc, tu les fais pas payer le déplacement, mais il y a un moment, faut bien payer tes gars pendant ce temps-là et continuer à payer les salaires. Donc, on a des agences qui jouent un peu le jeu en disant, ok, on vous fait des belles présentations, on joue le jeu de l'agence de communication. Mais derrière, on allonge les délais, on allonge les contraintes, etc. Et moi, je suis plus, et ce que j'ai dit à mes clients, je suis pas très bon dans faire des beaux PowerPoint, en fait. Je suis pas très bon pour te faire rêver. Je peux t'expliquer ce Présent, que je aussi. Je suis très mauvais. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai dit à mes clients, je suis pas très bon dans les PowerPoint et ça vous apporte rien. J'ai adoré ton discours où tu disais, je t'explique à mes clients qu'est-ce qu'ils veulent me payer pour faire de la documentation. Alors avec des clients de rencontre, j'ai pas trop le choix, je suis quand même obligé d'en faire un minimum. Je la fais la plus standard possible, elle est en français, elle est en anglais, je leur fournis et je l'explique. Et là en fait, c'est au moment de l'explication où tout prend forme. Je bosse beaucoup sur la vulgarisation et encore une fois sur la documentation, je suis sur l'industrialisation. Je ne vais pas réinventer une documentation à chaque fois. Je la complète, je la modifie, je supprime des parties s'il n'y a pas besoin, je focus sur le point qui est important. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai dit à mes clients, c'est vous voulez me payer pour quoi ? Pour faire du résultat, vous voulez me payer pour faire des belles présentations. Et moi, je me place plutôt comme un achievers. Je me place comme quelqu'un qui va t'apporter une solution et un résultat.
Et ça, c'est aujourd'hui, je suis un petit peu, on est un peu, j'ai dit je, mais l'ensemble de la boîte, on est un petit peu à la marge dans notre mode de fonctionnement parce que on ne dit jamais à nos clients qu'on a la science infuse et que on va tout savoir faire. On leur dit juste, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qui n'est pas notre métier. Dans ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on vous propose et pourquoi on va le faire. Et moi, je donne le maximum d'informations à mes clients, quitte à leur expliquer la stratégie en long, en large et en travers, alors qu'on n'a pas encore signé, parce que je veux les rassurer sur le fait qu'il y a du solide derrière. Moi, mon client, en général, je lui donne la vue macro, puis quelques détails en dessous, mais s'il creuse, il peut avoir 5 niveaux de détails s'il veut, jusqu'à lui expliquer l'action concrète qu'on va faire derrière. Parce que plus il comprend qu'il y a du réel derrière, plus c'est facile de facturer déjà, parce qu'il comprend qu'il y a du temps, et qu'on va passer du temps dessus. Et surtout, les agences qui en face essayent de vendre du vent, elles tiennent plus la route. Parce que moi j'ai des clients qui sont venus me voir en me disant ah Pierre, j'ai un super site, dis-moi, donc c'était un site à Londres, dis-moi si mon trafic il est bon. Donc il ne me donne aucun objectif, il n'y a pas d'objectif configuré dans l'analytics, il n'y a pas de tunnel de conversion, et il vient me demander si son trafic est bon. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit je peux te l'interpréter de manière très négative et te dire pourquoi il faudrait faire mieux, puis je peux te l'interpréter de manière très positive et te dire pourquoi c'est génial. Maintenant, si toi tu me donnes tes objectifs marketing et tu me dis là où tu veux aller, moi je te dirai si ton bateau il va dans le bon sens. Moi je leur dis toujours, je suis que le pilote du paquebot, vous êtes le capitaine. Et si vous n'êtes pas là en tant que capitaine pour me donner le cap, je ferai ce que je veux. Donc il y a peut-être une chance sur 100 que j'aille à l'endroit où vous voulez aller. Je vous promets, je ne vais pas prendre de récif, mais j'arriverai peut-être à 1000 bornes de là où vous voulez aller. Moi, mon boulot, c'est de piloter le bateau. Par contre, ce que je vous demande comme boulot, c'est d'être le capitaine de ce navire et de me donner la direction. Après, en tant que pilote, forcément que j'ai un avis sur la question et que si vous me demandez, je peux vous dire où on peut aller. Et que vous n'avez plus qu'à valider. Et ça, ces clients-là, c'est en général, c'est du pain béni. Quand le client vient te voir et dit « Ok, c'est bon, j'ai confiance, vas-y, fais au mieux, tu as ces budgets-là, ta carte blanche, vas-y et tu m'expliqueras après. » Bon, on y va. Voilà. C'est rare. Il y a un mot très important que tu as prononcé qui est politique. Et ça me rappelle un autre podcast avec un vrai dinosaure du web, qui est David Durand-Pichard, qui a une énorme expérience aussi chez l'annonceur et en agence. Et il mettait l'accent là-dessus, sur la politique. Et plus on navigue dans les grands comptes, et plus effectivement il faut. Mais politique dans le sens noble du terme, il n'y a pas. C'est battu de péjoratif, quoi. C'est de l'humain en fait. C'est ton client, c'est à toi parce que tu lui as rendu service. Et aujourd'hui, on se positionne comme des gens qui avons une solution. Et aujourd'hui, moi, c'est le discours que je tiens et c'est la réalité. C'est si vous venez me voir avec votre problème et que votre problème il est lié bien sûr au digital, au web, je vous trouverai la solution. Je sais peut-être pas faire, je sous-traiterai peut-être ou je vous dirai peut-être de contacter telle personne. Mais je sais que demain, rien n'est impossible et je vous trouverai le bon contact, même s'il faut que je remue ciel et terre. Aujourd'hui, je suis entouré d'un énorme carnet d'adresses et que je sais contacter. Et il y a des gens, je peux te promettre la position sur n'importe quelle requête si on met les moyens. Parce que je sais qu'au moment où je vais atteindre mes limites, je vais dire je m'arrête, je me retire. Par contre, je passe la main à la personne qui va savoir répondre à ton besoin. Et là, je pense entre autres à 2 personnes, 3, j'ai 3 noms, 2 référenceurs. Si j'atteins mes limites, je saurai m'arrêter et me dire ok, maintenant il faut passer à une échelle supérieure, on ne peut pas avoir de résultats là-dessus. Si on veut vraiment atteindre la première page, voire le top 1 sur cette expression-là, on va passer à une échelle au-dessus et je sais à qui passer la main. Et je sais qu'on aura des résultats. Par contre, les budgets ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais voilà, et aujourd'hui, moi c'est nos limites. Voilà, on est capable de faire pas mal de choses. On parlait pendant ta formation de cocon sémantique. Tu as mis des mots sur des choses que je faisais. Donc moi, ça m'a aidé à mieux être plus rigoureux avec ma pensée, en tout cas sur cette partie-là de contenu interne et externe. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, n'importe quelle expression clé est atteignable en tapant. Même les plus grosses, et même sur les expressions sur lesquelles il y a du gros spam et du négatif SEO, je suis joueur. Si on a des budgets qui sont colossaux, on est capable de les atteindre. C'est clair, c'est le plus acharné qui gagne, de toute manière, il n'y a pas d'autre règle. À partir du moment où on sait à peu près ce qu'on fait,
C'est pas, je sais pas si t'es de mon avis, mais moi je me sens plus menuisier ou maçon que apprenti sorcier ou scientifique, hein. C'est de la mécanique, quoi, hein. On est des artisans. Des artisans, voilà, mais c'est complètement ça, hein. Il faut. Le problème est que je sais pas pourquoi tout s'est perdu. Alors qu'on savait, hein, au début du web, dans les début des années 90, fin des années 90, même début des années 2000, on savait faire les choses à peu près correctement. Et puis après, c'est tout parti en vrille, quoi. Peut-être un peu la faute aux dynamiques, à mon avis. Alors, il y a eu des abus parce que le web est ce qu'il est et que aujourd'hui, générer 10 000 pages de contenu qui soit de la soupe pour le moteur, c'est pas très compliqué. Alors, générer 10 000 pages de contenu qui soit de la soupe pour le moteur, mais qui soit du contenu propre pour l'utilisateur, avec bien sûr là ça devient complexe et on peut mettre toute la complexité qu'on veut, mais au final je peux appuyer sur un bouton, il suffit que j'achète un logiciel ou qu'on me le donne, et il y a des scripts qui disent, hein, qui achètent très bien ce genre de logiciel, qui appuient sur un bouton et qui savent pas ce qu'ils font, et puis ça les amuse, et puis au final ça n'aura jamais de résultat, mais ça vient créer de la pollution, et voilà. Moi j'aime bien dans ce cas-là citer, il y a 512 banques, Kevin, qui m'a dit une phrase qui m'a marqué, qui me dit le référencement est un jeu à somme nulle dans lequel il y a 10 résultats, et si tu veux monter, il faut soit essayer de monter, soit essayer de faire descendre les autres. Et ça, moi, c'est une phrase que j'ai retenue, donc voilà. Oui, ça c'est en fait, il tient ça un peu de, c'est l'état d'esprit concours de référencement, ça. Où il y a C'est que l'état et dans la réalité du business, c'est aussi l'état d'esprit quand tout à fait. on est très très concurrentiel. Et j'ai des clients qui touchent à des requêtes qui sont ultra concurrentielles, et je me rends compte que la base n'est pas là. C'est-à-dire que, ok, techniquement, ils ont des sites qui tiennent la route. En tout cas, on fait le maximum ce qu'on peut avec des contraintes. Alors oui, on pourrait parler de la sécurité chez les grands comptes. J'ai des clients qui sont parano, et en termes de sécurité, les guidelines sont juste hallucinantes. Mais voilà, c'est tout, hein, c'est des contraintes qu'on prend en compte. Voilà. Mais j'ai vu des marques filles ne pas être linkées depuis leur marque mère. Donc j'ai vu des sites lancés avec 0 backlink. 0. Ouais. Et le site, ça faisait 18 mois qu'il était en ligne. Ouais. Donc je leur ai dit, est-ce qu'on peut au moins faire le lien depuis la marque ombrelle, qui est la marque mère, qui parle en plus qui parle de la marque fille. Il n'y a aucun moment où vous faites un lien. Faites juste un lien, que le crawler il sache que ça existe, c'est tout. Un lien. Ouais. Bien, ça c'est quand on a les bons interlocuteurs en face, ils te disent oui, c'est un quick win, mais même sur un quick win, ça peut prendre des mois. Parce que les process sont ce qu'ils sont, et que s'il faut faire une modif, qu'il faut faire appel à une agence technique qui gère le site, si c'est nous qui la gérons, c'est assez simple, hein. Je vais voir un de mes devs, je lui demande de faire la correction, une fois que j'ai l'approval du client, on pousse en live. Sinon, faut aller voir l'agence va dire ouais, mais moi c'est pas prévu, donc ça va être un coût, même si c'est une heure de boulot, c'est une heure de boulot. Il faut trouver le budget, etc. Donc tout peut prendre beaucoup de temps. Par contre, le jour où on te dit go, c'est go. Et en fait, le risque que j'ai aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense tout de manière industrialisable, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais une bonne action, qui a des résultats, et que le client est content, sur un site, il peut venir me voir à n'importe moment pour me dire tiens, une chose sur 300. Et là, ce jour-là, tu as intérêt à avoir pensé tes outils pour être capable de le gérer sur 300 sans que ce soit un coût qui soit 300 fois supérieur. Il ne sera pas capable de. Ton client n'acceptera jamais de te le payer 300 fois. Il se dira attends, mais tu l'as déjà mis en place, la partie conseil, tu l'as déjà fait, maintenant tu n'as plus que la réalisation. Et puis, pourquoi je repayerais Voilà, donc tu as intérêt à avoir pensé ton truc. Donc, c'est aussi pour ça que je travaille avec beaucoup d'outils et que je fais pas mal d'audits d'outils. J'en découvre régulièrement. C'est pour ça que les blogs SEO francophones et anglophones m'aident beaucoup, parce que je découvre de nouveaux outils, je les teste, je les audite et je regarde un petit peu comment ça fonctionne, et surtout comment je peux les intégrer dans un processus industrialisé. Là aujourd'hui, je discutais avec une marque qui va être présente dans 10 pays. Donc le site arrive là d'ici quelques mois. Et la question c'est demain, si je veux faire de l'achat de backlink sur la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est facile. Sur la Pologne, c'est pas la même. Parce que je connais pas le marché polonais et je parle pas polonais. Donc il faudra que je m'appuie sur des gens locaux pour trouver les bons spots, etc. Puis après, on s'appuie toujours sur les outils. Les outils donnent beaucoup d'informations, et voilà.
Et tu me disais même que parfois tu conseilles carrément à tes clients d'acheter l'outil, quoi, plutôt que prendre une licence. C'est acheter le truc et puis plutôt que le recommencer, c'est aussi une option. Alors, j'ai un de mes clients pour lequel je travaille, ils ont 150 000 sites internet. Et aujourd'hui, nous, on gère à peu près 300, un peu moins de 300, et l'objectif c'est d'augmenter, d'arriver à 400 d'ici fin 2014 au niveau développement, et puis sur le SEO, on prend au fur et à mesure tranquillement, voilà. Et forcément que quand on met en place un outil et qu'on paye un prix de licence, l'une des questions que je pose quand j'audite une boîte, c'est demain, est-ce que vous êtes prêt à vous faire racheter? Au minimum, ce sera une licence avec votre code offusqué dans les data centers de mon client, parce qu'ils ont des data centers un peu partout dans le monde. Et si demain, vous devenez un point stratégique et que vous avez des informations stratégiques, bien sûr qu'ils ne voudront pas que ce soit à l'externe de chez eux. On revient sur la parano. Donc, est-ce que demain, vous êtes prêt à vous faire racheter? Ça me donne un premier ordre d'idée, entre autres, sur l'état d'esprit et l'ouverture des gens que j'ai en face de moi. Ouais. Et en général, la plupart sont prêts et ils sont pas fous. Quand on leur explique, on leur prend licence, que leur code est obfusqué et qu'ils vont faire la maintenance, ça leur va bien. Parce que gérer une montée en charge serveur, quand on met en place un outil qui est présent sur 150 000 sites internet, c'est un peu particulier comme métier. Oui, et puis surtout si tu le perds, le client après, t'es mort, quoi. Être capable de réduire la charge de manière. Et voilà. Mais je vais juste te donner deux, trois petites histoires. Donc, on a un Google Analytics Premium. Tu sais qu'il y a une différence entre l'Analytics et l'Analytics Premium? Tu sais quoi, tu me l'as dit et j'ai oublié. En fait, pratiquement aucune différence. Techniquement, j'ai les mêmes limitations que vous. Les datas sont en fait stockées légèrement plus longtemps, mais pas grand-chose. Au final, ça change rien dans une utilisation au quotidien. Mais par exemple, quand je fais un dashboard, je suis limité à 12 widgets, comme tout le monde. Donc voilà, je peux rien faire de plus. On est censé avoir une équipe support, mais l'équipe support, à chaque fois que je leur pose une question, la réponse, j'ai plus vite fait de l'avoir sur le web. Il me faut 3 à 6 semaines de réponse pour l'équipe support Google. C'est des gens de chez Google. Voilà, bon, ça c'est. Mais la différence, en fait, elle est à un endroit crucial, elle est juridique. D'accord. C'est-à-dire que les données ne sont pas reversées au service de Google. D'accord, oui, c'est ça, ouais. La manière dont c'est fait, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est des fermes serveurs qui sont complètement isolés avec le même logiciel qui est chez Google. Et voilà. Et donc, ils payent pour ça. Mais j'ai aucune différence avec un Google Analytics classique. Voilà, donc après, moi, la facilité que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand on lance un nouveau site, on crée le compte Google Analytics, puis après, derrière, on envoie un petit mail au responsable IT chez notre client, et puis après, il passe en premium, parce qu'eux, ils ont acheté des accès en gros. Quoi. Mais j'ai les mêmes limitations. Par exemple, je suis limité à 50, je crois que c'est 50 comptes Google Analytics sur mon compte. On a les mêmes limitations. Voilà. L'autre fois, je leur ai dit il faut que je déploie des rapports sur des tableaux de bord. J'en ai 4 à déployer sur 25 sites. Est-ce qu'il faut que je le fasse à la main? Ils m'ont répondu oui, je le fais à la main. On n'a pas de solution industrialisée. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles Google Analytics c'est un super outil, mais voilà. Et pour clarifier les choses, tu as les mêmes notes providées dans Premium que dans la version. Il y a un grand débat là-dessus. Oui, on did. Et on peut rien faire là-dessus, et t'as beau négocier avec les gens de chez Google, ils te disent non, c'est pour la sécurité. Bizarrement, pour les AdWords ou même en HTTPS, ils ont l'info. Tout à fait. Et on sait très bien que techniquement ils sont capables de l'avoir. Merci Google. Maintenant, ça les intéresse pas. Donc voilà, ça, j'ai pas plus d'avantages. C'est la même interface. La seule différence, c'est que si demain je veux discuter avec quelqu'un de chez Google, il est un peu plus accessible parce que je parle au nom de mon client grand compte. Maintenant, il est un peu plus accessible. Honnêtement, la réponse qu'il me fait est la même que ce que je peux trouver sur Internet ou sur les forums. J'ai jamais eu de passe-droit. Voilà, on n'a pas le droit de développement spécifique. Voilà. Bon, après, voilà. Après, moi, la petite histoire que je voulais te raconter, j'ai un de mes clients en Suisse, sur une marque suisse, qui est présente qu'en Suisse, dans aucun autre pays d'Europe. Il est venu me voir avec un analytics en me disant, je comprends pas. J'ai 80% de mon trafic ou 90% de mon trafic qui vient de Grande-Bretagne. Donc j'ai été voir son analytics, je fais en effet, oui, bon, c'est juste, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas normal, tu peux pas être référencé en Grande-Bretagne parce que ton produit n'existe pas là-bas. Bon, on a regardé, on a creusé. Donc on a vérifié si le tag analytics était posé correctement, on a fait des tests, on a vérifié si le site était configuré, si tout était configuré correctement, rien. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que c'était des visites qui restaient moins d'une seconde.
Donc j'ai appelé mon IT, l'IT de chez mon client, et à ce moment-là, je leur ai dit, mais vous n'avez pas un système de monitoring des sites? Il m'a dit, si, si. Et il est hébergé où? À Londres. Ok. Donc, il y a un système qui vient vérifier que le site est live toutes les 15 minutes. Il se connecte à l'accueil et il vérifie que le site est live. Donc, j'étais voir mon client. Et là où c'est marrant, c'est que c'était un petit site. On est passé en gros de 2000 pages vues par mois à 200 pages vues par mois. Il a compris que de toute façon, il fallait qu'il bosse et qu'on bosse et qu'on améliore le référencement. Et donc, j'ai supprimé un peu plus de 90% de son trafic. Bon, ça, c'est le truc. Mais le truc qui est marrant, c'est que ayant accès à beaucoup de sites, j'ai appliqué le même filtre sur tous les sites. Ouais. Et entre autres, j'ai un de mes clients du même groupe, une grosse marque, une énorme marque, une marque mondiale. Sur le site en .com, ils venaient d'annoncer 3 millions de visiteurs uniques mensuels. On a mis le filtre. Non, ils avaient annoncé 1,5 million. 1,5 million, on a mis le filtre, ils sont descendus à 300 000. Ils venaient de communiquer en interne sur les chiffres. Je peux te dire que ils m'ont dit vous faites pas de vagues. et c'est des petites choses comme ça où tu te rends compte que même dans les grands groupes, il y a des métiers qu'ils ne maîtrisent pas. Et sur les métriques qu'ils maîtrisent et qui sont liées directement au chiffre d'affaires, tu peux être sûr que tout est optimisé. Sur tout ce qui est en dehors du chiffre d'affaires, entre autres sur des sites de brand, sur des sites de marque, que tu fasses 1000 pages vues par mois ou 1 million de pages vues par mois, au final, ça ne change pas grand-chose. Ton chiffre, ton chiffre d'affaires, il sera un peu différent, mais tu n'as pas de preuve. Quand quelqu'un t'achète quelque chose en magasin, tu ne sais pas forcément s'il vient du web. Ouais. Et tu ne sais pas quel est l'impact de ton site. C'est aussi pour ça que moi je suis en train de travailler pour les pousser à ce qu'il y ait toute la partie e-commerce qui soit mise en place derrière, parce que là derrière je ne serai plus en train de faire évoluer un chiffre de 2, 3, 10, 100% dans un analytics, mais je serai en train de faire bouger du chiffre d'affaires. C'est l'objectif final, quoi. Quelque part. Tout le reste c'est de la rhétorique. Hein. Mais assez parlé boulot, parlons un peu de tes side projects. Parce que tu es quand même super prolifique à ce niveau-là, par quoi on commence. Allez, la généalogie. Tiens. La généalogie, c'est un projet qu'on a lancé en janvier 2011 avec un ami qui s'appelle Bastien. Donc on est 2 développeurs sur le projet. S'appelle Genus. Et si je te fais juste la baseline, notre objectif, c'est de créer le Wikipédia de la généalogie. En gros, j'ai un objectif, c'est de créer un site web où chacun puisse déposer sa généalogie. Donc que tu sois généalogiste depuis 10 ans et que tu aies 1000 personnes, 2000, 10 000 personnes dans ton arbre, ou que tu sois un généalogiste amateur, c'est-à-dire juste, en gros, je me connais moi, ma femme, mes enfants, mes parents, donc en gros, mes 20 personnes qui sont autour de moi, je pourrais accéder à ce site-là gratuitement, sans publicité, sur une structure à but non lucratif. Ce sera une fondation ou une ONG, on est en train de regarder pour le juridique. Et en gros, tu déposes tout ça dans une base de données commune, et nous, on a des algorithmes qui font des rapprochements. Donc, si tu es mon cousin éloigné et qu'on a le même arrière-grand-père, eh bien, le système va nous le dire, et on va pouvoir rentrer en contact et venir enrichir nos arbres mutuellement. Je pars du principe que si on est cousin éloigné, ça sert à rien que je fasse la recherche sur les informations que tu as déjà dans ton arbre. Autant que tu me les donnes, que tu me les partages, et que moi, je fasse la même chose avec mon arbre. Et on est juste 2, bon c'est intéressant, mais imagine qu'on mette 10 000 personnes dans la base de données, ou qu'on en mette 100 000 ou 1 million d'utilisateurs, là tout de suite ça prend son ampleur avec un objectif de pouvoir recréer un arbre mondial avec des interconnexions entre les différents arbres. Donc il faut imaginer qu'un arbre c'est un graphe, puis en fait quand tu prends un autre arbre, au final l'arbre il peut être concordant, et puis ça fait un tuilage comme ça. Au fur et à mesure on est capable de créer ce qu'on appelle un arbre universel dans la généalogie. Et donc je travaille aujourd'hui en Europe avec une 50aine de généalogistes à qui j'ai présenté le projet, qui l'ont trituré dans tous les sens, qui m'ont posé des questions sur comment on gère tout ce qui est vie privée pour les personnes vivantes, etc. Donc on a les réponses à toutes ces questions. Il y en a même qui sont venus me voir en me disant vous êtes qui? Vous êtes 2 mecs dans un garage, vous faites ça sur votre temps perso, et vos concurrents, ils ont des millions, et ils n'ont pas réussi à faire 1% de ce que vous promettez. Et vous êtes gratuit en plus, alors que les autres sont payants. Alors oui, on veut fonctionner comme Wikipédia, à base de mécénat et de dons. Donc on est en discussion, et j'ai déjà des généalogistes, des amis proches qui sont généalogistes, qui m'ont dit Pierre, il y a des gens qui ont monté les plus gros sites de généalogie aux US qui t'attendent. Donc on va aller les voir, on va aller discuter. Aujourd'hui on est en train de finir le
concept, en train de développer. Il y a, il y a pratiquement, il doit y avoir 800 heures de développement qui ont été faites depuis janvier 2011 sur notre temps perso. Ça fait à peu près en moyenne à peu près une demi-heure par jour. Donc voilà, je travaille le week-end, le soir quand j'ai un peu de temps. J'avance là-dessus. Je m'amuse beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses aussi dans le monde de la généalogie. En fait, la différence, ce que je réponds aux gens qui m'ont dit ouais, vos concurrents ont des millions, c'est qu'en face de moi, j'ai des gros paquebots qui ont en effet des millions, mais qui sont là pour faire de l'argent déjà, et ils n'ont pas le même objectif, et qui sont des généalogistes qui sont venus à l'informatique. Moi, je suis peut-être pas un bon généalogiste, je suis peut-être un débutant dans la généalogie, et ça, je l'assume tout à fait. Par contre, dans le développement, j'aime à croire que je touche un peu ma bille et que voilà, je suis pas le meilleur développeur du monde, mais j'ai les idées pour mettre en place et je trouve les solutions, surtout c'est ça, les solutions. Euh, et donc, nous, on a des solutions où on a retourné le problème. Par rapport à beaucoup de sites, où en gros, beaucoup de sites, c'est une sorte de moteur de recherche où tu payes pour pouvoir accéder à une base de données et ensuite lire tes registres. Moi, je pars du fait que tu mets les informations dans le système et c'est le système qui revient vers toi avec des suggestions d'amélioration et ensuite tu les acceptes ou tu les rejettes. Et en fait, cette approche-là est légèrement différente et on a fait notre preuve de concept. Moi, j'ai un système qui tourne sur lesquels on a mis des arbres qui sont concordants et le système nous les remonte. On est en train de vérifier tout ce qui est faux positif parce que les algorithmes, il y a potentiellement beaucoup de faux positifs. Et l'idée, c'est qu'on est en train de travailler sur un algorithme auto-apprenant. Nos concurrents, nos concurrents, ceux qui pensent qu'on a des concurrents, moi je pense qu'on est complémentaires, qu'on n'a pas de concurrents. Mais après, voilà, les sites qui travaillent sur le domaine de la généalogie aujourd'hui ont dû refuser l'import de fichiers qui s'appelle GEDCOM. GEDCOM étant la norme officielle des fichiers d'échange, de format d'échange entre logiciels et services web. Il y en a beaucoup qui ont dû refuser l'import de GEDCOM parce qu'à chaque fois qu'on rajoute, par exemple, si j'ai un GEDCOM avec 10 000 personnes et puis qui sont en doublon avec ce qu'il y a dans la base de données, s'ils veulent dédoublonner, ils sont obligés de faire ça manuellement. Moi, j'ai un système, plus j'ai de doublons dans la base de données, plus il est robuste. Parce qu'en gros, si j'ai 10 fois la même personne dans la base de données et que j'en ai une qui a une information qui est différente, par exemple la date de naissance, je sais qu'il y a 90% de chances que la date de naissance juste, elle soit dans les 10 personnes. Voilà. Et après, on travaille sur des données qui sont un peu plus complexes que ça, puisqu'on a une notion d'autority rank directement sur les utilisateurs. Un utilisateur qui a ramené de la qualité dans la base de données va avoir un authority rank qui augmente. Et donc, même si demain il met une information qui est différente par rapport aux autres, il y a des chances que cette information soit juste surtout si elle est sourcée. Voilà. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, on cherche toujours des bonnes âmes en termes de développement, d'ergonomie, de design, de communication, et puis s'il y en a qui veulent faire du mécénat, on est toujours ouvert aux propositions. Moi, en gros, s'il y a de l'argent, le projet avancera plus vite. S'il n'y a pas d'argent, il avancera moins vite. Et j'aimerais bien à terme gérer ce projet en mode start-up avec une équipe. Je sais déjà quels sont mes 5 premiers postes. Dans les 5 premiers postes, il y aura 5 techos et un plutôt administratif sur la partie fundraising et. On est entre nous là. À vous, le NSA t'a déjà contacté pour un backdoor parce que en fait, ce que les gens savent pas, c'est que tout ce truc de prisme, c'est exactement ça, c'est du relationnel, c'est pas des écoutes, c'est eux, ils cherchent les connexions entre les gens. Alors, non, ils m'ont contacté. Maintenant, on est en train de travailler sur la structure juridique parce que c'est une grosse question des généalogistes. C'est en gros, comment je leur assure que demain, si Google me met 100 millions sur la table, je dis Google, je pourrais dire Microsoft, Apple ou autre, je ne vais pas vendre le projet. Donc on est en train de regarder comment juridiquement, en fait, on peut donner ça à une fondation ou à une ONG, à voir comment on va le monter, et que le projet, regarde, imagine que demain, je dis je veux racheter Wikipédia. Wikipédia, si je le rachète, déjà, même ils ne se vendront pas, mais admettons qu'ils se vendent et que quelqu'un les rachète, le projet ne vaut plus rien. Il n'y a pas d'intérêt à racheter Wikipédia. Par contre, Wikipédia, je pense que Microsoft, avec son encyclopédie Encarta, puis c'est pas les seuls, il y a un certain nombre d'encyclopédies pro qui aujourd'hui ont perdu leur business model parce qu'il y a Wikipédia. Nous, on sait qu'on arrive sur un terrain un peu miné où on sait qu'on va mettre quand même un pied dans la fourmilière. Voilà, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on a un projet qui fonctionne techniquement, ça tient la route. On va avoir besoin quand même de financement pour pouvoir tenir la charge en termes de serveurs. J'y crois, et comme tous les projets auxquels je crois, je vais tout faire pour que ça sorte. En tout cas, si tu as besoin d'un coup de main pour le crowdfunding, on a quand même pas mal réussi avec
le truc web spam là. Et ça continue d'ailleurs, hein. Il y a encore des gens qui nous sollicitent, pas plus tard qu'hier. Là, on m'a encore proposé du matos et des ressources pour ce truc-là. Donc ça marche, hein. Quand il y a des bons projets, les gens participent. Autre gros succès, c'est les rencarts du web. Les rencarts du web. Euh, C'est devenu quasiment incontournable ça. bah, Est-ce que tu vas l'industrialiser? Parce que là, ça reste là-haut dans ta montagne, mais est-ce que tu vas l'exporter? Est-ce qu'il y aura un rencard du web en Andorre un jour? écoute, si tu l'organises, avec grand plaisir. Alors, le rencard du web. Le rencard du web, c'est un événement qu'on a lancé à Annecy avec un ami Yannick, @yeka sur Twitter. Et encore Ce qui un vieux de la vieille, lui, hein, dis donc. est vieux de la vieille du référencement. Yannick, bien le bonjour. Il faisait partie de l'équipe, il faisait partie de l'une des premières équipes des référenceurs français, si vous Ah, voulez suivre. ta gueule. La Gold C'est Team, pas ta gueule, c'est ta gueule. Taggl. la Taggle Team. Euh, donc Yannick, on s'est rencontrés à Annecy il y a quelques années et on avait la même idée. On s'est dit, en gros, on est parti du principe. Moi, je revenais de Paris et à Paris, il y avait pas mal d'événements qui étaient organisés, de networking. On est parti du principe qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait à Annecy et on voulait que ça change. Donc on a décidé de ne pas faire nos râleurs et d'organiser un truc. Au lieu de dire c'est pas bien, bah, on a dit c'est pas bien, on fait quelque chose. Et on a organisé donc le rencard du web à Annecy. Le premier était en juillet 2010. À Annecy, on organise notre 13e édition jeudi, donc demain. Le temps passe vite. Demain. Et en gros, le rencard du web, le concept est assez simple. On propose un événement donc, dans une ville 4 fois par an, 4 jeudis soirs. C'est 18h minuit. Tu arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, tu payes tes consos. Il n'y a pas de sujet de discussion imposé, il n'y a pas de conférence et c'est tout. Voilà. En gros, c'est du networking. Et l'idée, c'est de faire que le réseau soit actif, vivant. Plus le réseau se connaît, si demain j'ai besoin d'un designer, je suis pas designer, je sais à qui je fais appel, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés avant et ça me permet moi de rendre service à un client et puis ça permet de faire bosser quelqu'un, donc peut-être qu'il me refera bosser derrière, on se rend service et c'est tout comme ça permet de faire que le réseau il est plus fort, que les entreprises qui se lancent dans le domaine du web, elles soient plus visibles, plus présentes, puis surtout qu'on passe un bon moment. On est beaucoup derrière notre écran, c'est cool de lâcher un peu l'écran et de discuter autour d'une bière. Voilà, c'était l'objectif. On le fait 4 fois par an, on s'est rendu compte que plus c'était trop, moins c'est plus assez. On a décidé ce rythme de 4 fois par an. Aujourd'hui, on est présent dans 3 villes. On est présent à Annecy depuis juillet 2010. On est présent depuis juin 2012 à Genève. On en a fait 5 à Genève. Et on est présent depuis cet été à Villefranche, en Beaujolais. C'est un concept qui est ouvert. C'est-à-dire que si demain, toi en Andorre, tu souhaites monter un rencard du web, nous, tout ce qu'on te demandera, c'est de respecter le concept, les grandes lignes du concept. C'est 4 fois par an. Le jeudi soir, on peut discuter, mais on s'est rendu compte que c'était une bonne date, dans un bar. Et c'est que du networking. Moi, il y en a qui me disent j'aimerais bien organiser un rencard du web, mais je voudrais faire une conf avec. J'ai fait vas-y, fais-le, mais appelle-le pas rencard du web. Voilà, c'est juste la seule chose qu'on demande. Donc moi, demain, à Paris qui veut le lancer, à Nantes qui veut le lancer, à Lyon, allez-y, faites-vous plaisir, lancez l'événement et nous, on vous accompagne. On vous donne toute la logistique derrière, on vous donne un accès sur le blog, on vous met en place la mailing list et on vous donne les 3 ans d'expérience qu'on a pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous et puis que vous fassiez un truc sympa. Par exemple, une fois, on s'est dit ce serait sympa de pouvoir retrouver un trombinoscope des gens qui sont venus, si j'ai pas eu le temps de discuter avec eux ou si j'ai discuté avec eux mais que j'ai pas pris leurs coordonnées, pouvoir les recontacter après. Donc ce qu'on a proposé, c'est qu'on a pris un petit Velleda, une taille de feuille A4, un feutre, et puis Yannick, avec son téléphone, il prend en photo chaque personne. Donc on prend chacun notre petit Velleda, on écrit ce qu'on veut dessus. Donc en général, on écrit son nom, son Twitter, 3 tags. Voilà, c'est ce qu'on conseille. Et puis on le prend en photo, puis après on publie un trombinoscope. Donc c'est des petites idées comme ça qu'on a eues qui permettent d'animer la soirée. Et voilà. Et puis nous, ce qu'on fait en tant qu'organisateur, c'est quand il y a un nouveau qui arrive, on le présente au moins à 1 ou 2 personnes. Et ça permet en fait, t'arrives, il y a 35 personnes qui sont là. En général, on a 35 personnes à Annecy, une cinquantaine à Genève. Il y a 35 personnes qui sont présentes. Si c'est la première fois que tu viens, ça peut être un peu intimidant. Donc en général, je fais connaissance avec la personne, je dis bonjour, je lui explique le concept. Puis après, je lui dis tiens, telle personne a le même métier que toi ou c'est complémentaire. Voilà. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'au milieu de la soirée, on arrête les discussions, genre vers 7h30, 8h, et on propose à tous ceux qui veulent de se présenter en 1 minute. En fait, ce qui est important, c'est pour
les gens qui sont là, de savoir quels sont les profils qu'il y a autour de la table. Donc, il y en a qui veulent pas se présenter, hein, ils sont libres. Et en gros, quand je me présente en une minute, c'est bonjour, je m'appelle Pierre, je suis étudiant, je cherche un stage, ou je m'appelle Pierre, je suis entrepreneur, je cherche des investisseurs, des testeurs, ou je cherche à recruter. Et en fait, ah tiens, lui il cherche à recruter un développeur PHP, tiens, ça m'intéresse, je vais aller discuter avec lui. Voilà. C'est juste faciliter la mise en relation. Et moi, je crois profondément en l'humain. Je pense que l'humain est au centre de tout. On m'a déjà dit, ouais, t'as un métier technique, ça va être compliqué. Non, la technique, c'est la base de mon métier. Bien sûr que j'en fais tous les jours et que je suis sur un écran potentiellement 10 heures par jour, mais mon métier, c'est de l'humain. Quand je discute avec un développeur, c'est de l'humain. C'est une discussion d'un humain à un autre humain. Discute avec un client. Bien sûr que le sujet, c'est de la technique et que le sujet, ça peut être très pointu, mais ça reste que la base de mon métier, le cœur de mon métier, c'est de l'humain, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et le networking, le fait de connaître ces gens-là, déjà moi ça m'éclate. Je trouve ça juste génial de faire des nouvelles connaissances, de voir qu'on a des étudiants qui viennent, on a donc des futurs professionnels du web, on a des professionnels du web, ceux que j'appelle les techniciens. Pour moi, le terme de technicien, c'est au sens noble, c'est le faiseur. Celui qui crée, qu'il soit designer, community manager, rédacteur, développeur, et j'oublie tous les métiers qui existent, ergonome et j'en passe. Il en existe des centaines des métiers. Donc nous, on touche trois grandes populations. Les futurs techniciens du web, les techniciens du web, qu'ils soient freelance, qu'ils soient salariés, qu'ils soient quel que soit leur statut. Et on touche aussi les clients. Tu sais que j'ai emmené mon pizzaiolo au Rencard du web à Annecy. Il est venu parce qu'il m'a dit ouais, j'ai un projet web, j'ose pas encore aujourd'hui parler et je sais pas par quel bout prendre ce truc. En général, les clients qui sont pas du tout web viennent te voir en disant ah, j'ai un projet, mais j'ai un truc et je sais pas trop quoi en faire. C'est un peu la patate chaude, ils en ont peur et ils savent pas par quel bout prendre. Ça leur fait peur. Moi je leur dis juste ok, on en discute et moi je t'explique juste par quel bout le prendre et je te montre juste la voie et puis le chemin, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et puis je vais te montrer des gens qui sont sympas et voilà. Pareil, j'ai eu pas mal de discussions sur est-ce que quand j'ai une idée de projet, je dois en parler. Ça, c'est là le grand débat. Et moi, je pense, comme beaucoup, que vas-y, parle-en. Ouais. Notre projet de généalogie, depuis qu'on l'a lancé, on en parle. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, mon discours, il évolue légèrement. On me fait une remarque, on me propose quelque chose, on me propose... voilà. Et quel que soit le projet, je te dis, vas-y, parle-en. Parce que je peux te dire qu'au même moment, sur le globe, tu as des centaines de personnes qui ont la même idée. Et que la différence, elle n'est pas sur l'idée, elle est sur l'exécution. Et que même si tu m'expliques ton idée en long, en large et en travers, honnêtement, soit j'ai pas les compétences pour le faire, et si j'ai les compétences pour le faire, j'ai déjà trop de boulot. Voilà. Et admettons que j'ai les compétences pour le faire, que j'ai de l'argent, que je peux bosser avec une équipe, et que je fasse exactement ta même idée, l'exécution sera différente. Okay. Peut-être que je réussirai pas toi, et peut-être que l'inverse, je réussirai jamais. Voilà. Donc en fait, moi je pense qu'une idée, elle vaut rien. Une idée, elle vaut, c'est une idée, c'est une amorce. Elle vaut si elle est exécutée. Ouais, exactement. Moi, je dirais de mon observation de tous les échecs que je peux observer, que ce soit chez les clients ou ailleurs, c'est finalement par rapport au manque d'action. On est là en train de tourner en rond autour du truc, alors que parce qu'on a peur de ceci, de cela, mais en fait non, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Et par exemple, web local, qu'est-ce que c'est ça encore? Web local. Alors, Web local, c'est un projet que j'ai lancé il y a quelques années. J'habitais une petite bourgade de 15 000 habitants et j'avais une frustration, c'est de ne pas avoir les jours et horaires d'ouverture de mes commerçants. Donc j'ai pris le problème et je me suis dit comment je réponds à cette frustration. Donc je me suis dit je vais aller voir chacun de mes commerçants puis je vais leur vendre un site vitrine. Donc un site vitrine, quand tu prends les prix en agence, on va dire que c'est entre 1000 et 1500 euros pour un petit site vitrine, un truc propre avec un design sur mesure. Je me suis dit, j'ai des commerçants d'une petite ville qui ont déjà du mal à se payer le SMIC à la fin du mois. Je vois pas comment je vais arriver à leur faire sortir 1500 euros. Donc j'oublie l'idée. Je me dis, on va mutualiser les moyens. Donc on va créer une plateforme qui s'appelle Web Local, qu'on a déployée aujourd'hui sur 2 villes. Et cette plateforme permet à une ville, donc à un office de tourisme, à une communauté de communes, à une mairie, de déployer une plateforme où dessus, on va pouvoir présenter tous les commerçants à pas cher. Moi, je l'ai même fait gratuitement dans ma ville. En gros, une fiche. Et je sais pas si... je pense pas être le plus intelligent sur cette terre, mais on a quand même une idée révolutionnaire. Mais voilà, elle est vachement révolutionnaire, tu vas voir. C'est que sur notre annuaire, on propose les jours et horaires d'ouverture de nos commerçants. J'ai fait le tour de beaucoup d'annuaires dans le monde. Et il y a très peu d'annuaires, pour dire aucun, qui proposent les jours et horaires. Il faut savoir que dans ma petite ville, j'ai à peu près 200 fiches dans mon annuaire, des vraies fiches, avec des vrais commerçants. Et donc j'ai passé plus de 30 jours sur le terrain à aller chercher ces infos.
D'accord. Et voilà, en France, tu vas peut-être me parler de sites qui font les horaires, il y en a deux ou trois, et c'est des sites en général, ils ont pris l'équivalent des pages jaunes, ils ont scrappé, et leurs fiches, elles sont vides. Quand j'ai pris la pharmacie du coin, il n'y a pas. En effet, ils ont pris la liste de toutes les pharmacies de France, c'est facile d'avoir une fiche. Mais les horaires, ils sont pas là, parce qu'en fait, derrière, c'est à la Wikipédia, puis comme il n'y a jamais personne qui allait renseigner, au final, voilà. Et au final, tu te rends compte que le pharmacien du coin, il est même pas au courant qu'il y a sa fiche sur ce site. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai quand même dû passer un deal avec les pharmacies de ma ville, disant qu'il n'y aurait pas une seule pharmacie qui serait publiée tant que j'aurais pas l'accord des 6 pharmacies de la ville. Ah Pour ouais, que ce soit de la publicité. d'accord. Voilà. Et donc, on est sur des discussions comme ça où moi, j'ai un commerçant qui m'a dit OK et qui m'a rappelé une heure plus tard. Non, finalement, je ne veux pas être. Non, mais c'est chouette, hein, comme ça, d'avoir cette fraîcheur, de pouvoir lancer des. C'est vrai que ça me ramène un peu des années en arrière où moi aussi j'avais fait des trucs pas aussi révolutionnaires que toi, hein, et beaucoup plus mercantiles, mais disons que il faut garder cet esprit innovant, innovateur et de naïf dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, voilà, on fonce, on fait des trucs, il n'y a pas besoin de réfléchir forcément. Aujourd'hui, Ça part. ce que je reproche c'est pas un reproche, hein, parce que je comprends tout à fait d'où ça vient, mais quand je rencontre des jeunes, les très très jeunes, ils sont affûtés du point de vue commercial, marketing, ça fait peur, quoi. Les mecs, ils sont mais taillés au biseau pour faire du flouze, quoi. Alors que moi, à mon époque, ben, on faisait encore des choses, voilà quoi, hein, sans vraiment réfléchir à tout ça. Et tu me rappelles un peu cette joyeuse époque du web où on faisait, ben, finalement pour s'amuser, quoi, hein, et pas forcément que pour gagner de l'argent à tout prix, faire du chiffre, se faire racheter, start-up et compagnie, quoi. Alors, honnêtement, l'objectif de web local, c'était quand même que ce soit rentable. Bien Maintenant, évidemment. la réalité du terrain fait que quand les commerçants te disent écoutez, vous savez, ça fait 20 ans que j'existe, pourquoi je serais sur Internet? Je peux te dire que toi, quand tu viens du monde et que tu es un digital native, tu fais OK, qu'est-ce que je vais leur répondre comme j'ai au départ, mon idée, c'est gratuit. Et ensuite, mon argumentaire, il a été c'est gratuit avec une option payante. Bizarrement, ça rassure quand c'est du payant, c'est plus sérieux. Ouais. Le client n'est toujours pas prêt à payer, hein. Les commerçants n'étaient toujours pas prêts à payer. J'ai un commerçant sur les 3 dernières années qui a été prêt à payer une fois, pour te dire. Sur une commune de 15 000 habitants, voilà. C'est pas beaucoup, et pourtant les commerçants, je les connais bien, j'ai passé du temps sur le terrain. Mais, voilà. Donc on l'a lancé dans une petite ville, puis on l'a lancé aussi à Chambéry. Et ça s'appelle Le Petit Chambéry à Chambéry. Et en fait, on a fait nos calculs. Il faudrait qu'on soit présent sur une dizaine de villes de la taille de Chambéry. Donc c'est à peu près 400 000 personnes présentes en gros à 40 km du centre. Donc si tu fais un rayon de 40 km autour du centre de Chambéry, tu as à peu près 400 000 habitants. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'on soit présent sur une vingtaine de villes très rapidement pour que ce soit rentable. Et pour être Ouais. présent rapidement, ça veut dire qu'il faudrait 5 commerciaux sur le Ouais. terrain pour Ouais. écrire une ville. Tu rentres les infos et en fait, après, il faut travailler. Nous, on a une approche, j'ai tout un business model derrière, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, pour mettre en place ce business model, il me faut de l'argent au départ pour avoir des salariés pendant 1 ou 2 ans, en espérant que ce soit rentable au bout de 2 ans. Parce qu'en gros, la stratégie, elle est de travailler plutôt sur apporter du contenu froid, donc la partie annuaire, plus du contenu chaud, toute l'actualité locale, donc avoir des rédacteurs par ville, et en fait faire ce contenu chaud plus le contenu froid, les mises à jour dans une newsletter. Et cette newsletter, plus tu as de monde, plus tu es capable de faire du sponsorisé. Le boulanger du coin, pour 2 baguettes achetées, il vous en fait la troisième gratuite. Et là, le commerçant, il est prêt à te payer de l'argent parce que tu lui as amené 5 personnes dans sa boutique. Ah Ça, oui. ça vaut de l'or. Donc, je suis pas allé jusqu'au bout du concept parce qu'aujourd'hui, il y a un moment où on se focus sur les projets et pas s'éparpiller partout. Euh, les projets sont encore en ligne. Si demain, voilà, si un investisseur écoute cette vidéo et qu'il est motivé par le projet, je suis avec grand plaisir prêt à discuter et mettre toute mon expérience de terrain. Voilà, c'est un projet qui a plus de 4 ans maintenant. Euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, moi tout seul comme ça, avec mon bâton de pèlerin, c'est pas le projet sur lequel je souhaite investir tout mon temps comme ça tout seul. En fait, s'il y a des gens qui souhaitent reprendre le flambeau, je suis ouvert. En fait, j'ai qu'une seule chose, c'est que ça me ferait mal au cœur que le site soit plus en ligne. Il y a 2 sites qui sont mis en ligne et on y a mis beaucoup de nous dedans et j'ai pas envie de les mettre off demain. Donc je continue à faire en sorte que l'hébergement soit bon tous les ans.
Honnêtement, là où je t'admire, c'est que tu arrives à tenir la route. Moi aussi, j'en ai lancé des trucs, et puis après, je me lâche, j'abandonne. On me demande régulièrement, mais alors ton blog d'ici, toi, narcissique, tu tiens toujours à jour ce truc-là. Ouais, j'écris, sauf qu'à une époque, j'écrivais 5 fois par semaine et Eh ouais. actuellement, c'est plutôt 10 fois par an. Grande nouvelle 2014, on a une nouvelle rédactrice qui nous a rejoint et il y a quelques interviews qui arrivent prochainement. Et je veux pas spoiler, mais il paraît qu'il y a une interview d'un top référenceur français dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui. Il paraît qu'il y a des interviews qui arrivent. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'activité. Euh, voilà. Mais ce blog a toujours été pour moi, ça n'a jamais été une contrainte, ça a toujours été un plaisir et ouais, un gros terrain de jeu, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, je m'amuse et si demain j'ai envie de faire un article pour faire un backlink vers un pote, je le fais. Voilà, maintenant j'essaie juste qu'au moment où je le fais, je passe un bon moment. Puis après, je me dis, ok, est-ce que ce que j'ai fait, euh, ça rend service aussi à mon lecteur? Est-ce que le lecteur, il va aimer? Est-ce qu'en gros, si j'étais dans le mode curator, quand je fais de la curation et que ce que j'en fais beaucoup là dernièrement, tu as peut-être un peu suivi, voilà, j'utilise un service que j'aime beaucoup qui s'appelle Buffer je publie beaucoup. Je relais beaucoup et je me dis, est-ce que c'est intéressant pour les gens qui ont envie de relayer et de lire? Et par exemple, là, le dernier article, on l'a fait sur Buffer justement. Il y a eu un article qui a fait énormément le buzz il y a 3 semaines aux États-Unis, une start-up qui s'appelle Buffer, qui a annoncé sa grille salariale. Donc elle expliquait comment ils calculaient les salaires et pourquoi ils étaient transparents en interne. Et ils ont donné les salaires de tout le monde en interne. Et moi, j'ai été voir le boss de la boîte, je lui ai envoyé un petit mail. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dit si je le traduis en français? Est-ce que tu es OK? Il m'a dit OK. Donc je l'ai traduit. Et en gros, le fait de le traduire, ça m'a obligé à lire l'article dans le détail. Et c'était très intéressant et je le referai à l'occasion. Je l'ai pas vu passer. Combien on gagne chez Buffer, ça? Attends, fais voir. Le dernier article que j'ai publié sur mon blog. Ouais, j'y suis. Base, multiplicateur. Cet article-là. Ouais. Happiness Hero, 45 000 $ par an. Rédacteur, 50 000 $. Ingénieur, 60 000. Ah ouais, designer. Ça, c'est la base. Ils expliquent c'est la base. Après, tu as un multiplier en fonction de la seniority. Est-ce que tu es plutôt débutant ou est-ce que tu es plutôt senior? Et après, ils ajoutent en fonction du lieu où tu habites, parce que c'est une boîte ils sont 12, 13, 14 aujourd'hui, et une boîte qui est présente dans le monde entier. En fait, tu peux les vivre où tu veux. Et par exemple, si tu vis à New York, tu vas avoir 22 000 $ en plus par an. Si tu vis en Inde, tu vas avoir 0 $ en plus par an en fonction de. Bien sûr. Voilà, comme ça. Et c'est assez fun le mode de fonctionnement. Voilà, moi, c'est une boîte qui fait partie de mes modèles. Voilà, tout comme j'ai lu beaucoup de choses sur la Silicon Valley, beaucoup de choses sur Google, Apple, Microsoft, Facebook. C'est toutes des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit des gars qui sont derrière. Me dire comment ils ont imaginé ça et quel est leur trip. Pourquoi un Facebook a marché à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Mark Zuckerberg? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Steve Jobs quand il a lancé ses produits? Pourquoi il l'a fait? Et toutes ces histoires-là, ça m'intéresse. En dehors du côté fanboy, ça m'intéresse pas. Je bosse sur un PC tous les jours, j'ai un Mac à la maison. Voilà, il y a des qualités dans chaque, il y a des défauts dans chaque. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ils ont imaginé ça. Et par exemple, moi, l'histoire de Google quand ils se sont lancés, Google versus Yahoo, c'est quand même hallucinant. Tu l'as lu le bouquin De John Battelle. Alors je connais bien John Battelle, je sais pas si je l'ai lu celui-là. Super, super. C'est vraiment l'histoire des hommes derrière les moteurs, quoi. Vraiment, c'est très intéressant. Je sais pas si tu as vu passer Jelly, un nouveau moteur là, qui sort. En fait, tu sais comment on fait sur Twitter où on pose des questions à ses followers. Ouais. Si tu veux servir, enfin, moi ça m'arrive régulièrement par exemple pour un truc, un outil ou un. Et les c'est quoi le meilleur outil pour ça? Voilà. Et bien là, les mecs, en fait, ils ont dit, voilà, on va faire un moteur collaboratif où on va mettre nos connaissances en commun. Et effectivement, si j'ai une question, dans la vidéo qui montre, par exemple, il prend une photo d'une sculpture.
Et puis, la communauté répond, et dans les quelques minutes, il y a quelqu'un qui effectivement sait de quoi il s'agit et peut donner la réponse. T'as raison, non, c'est vrai qu'il y a des cerveaux dans la Silicon Valley, les mecs, ils carburent grave, et Google et Amazon et Microsoft et compagnie, c'est des dinosaures. Il y a plein de nouveaux trucs là. Bon, malheureusement, ces nouveaux trucs vont se faire racheter par les dinosaures, mais bon, bref, c'est quand même pas mal, quoi. On a bien vu Snapchat qui a refusé le rachat par Facebook. Pas forcément, c'est pas l'objectif de tout le monde, mais ce que je trouve intéressant, et je me dis que je vais pas tarder à aller faire un petit tour à Silicon Valley pour aller passer un peu de temps. Là, quand je te dis un peu de temps, c'est pas des vacances, hein, je veux partir au moins un an. Et je sais pas si je reviendrai en fait. On fera des podcasts depuis la Silicon Valley, mais l'idée c'est de dire, euh, on a une mentalité en Europe. Et avant, je disais en France, maintenant que j'ai une ouverture plus européenne, c'est en Europe, où en gros, si tu réussis, il y a beaucoup de jalousie. Si tu te casses la gueule, on te dit ah ouais, regarde, je te l'avais dit que ça marcherait pas. Et en fait, aux États-Unis et particulièrement à Silicon Valley, si jamais tu te casses la gueule, on vient te chercher par l'encolure, on te relève et on te dit ça ira mieux la prochaine fois. Et on adore quand tu t'es cassé la gueule 2-3 fois, parce que ça veut dire que tu as appris et que tu as de l'expérience. Et voilà, moi, des gens qui sont intelligents, qui sont compétents, qui font des super choses, on en a en France, on en a en Europe. C'est juste que il y a un état d'esprit où c'est plus dur, et puis une mentalité qui est un peu différente de la société et des investisseurs. On a, voilà, à mon sens, il y a moins de prises de risque et des prises de risque plus pragmatiques. Là où on va investir un ticket d'1 million à San Francisco, ici on investit un ticket de 100 000. Donc voilà, les envergures sont pas les mêmes. Et puis après, on a une contrainte. Et nous, par exemple, sur Genas, le projet de généalogie, on sait qu'on lancera le site en 5 langues. Et il a été développé en anglais. Et aujourd'hui, il est déjà en anglais et en français. Il n'y a plus qu'à traduire. Les fichiers sont prêts pour être traduits dans les 4 langues. Mais on sait que nous, on vise un projet mondial. Parce que aujourd'hui, si je veux toucher la même population qu'aux États-Unis, c'est-à-dire à peu près 500 millions de personnes, 500 millions de personnes, c'est l'Europe. C'est-à-dire 28 langues, 28 cultures, 28 pays. Ou 30. Donc, voilà. Et par exemple, moi, l'histoire de Skype, tu sais pourquoi Skype a bien fonctionné? Non. Parce que le pays dans lequel ils sont lancés, donc c'est l'Israël si je dis pas de bêtises, le pays dans lequel ils sont lancés était trop petit. Donc ils ont été obligés de penser international tout de suite. C'est ce qui les a sauvés. C'est ce qui a fait que c'est aujourd'hui un produit mondial qui a été racheté maintenant par Microsoft. Et c'est des petites choses comme ça. C'est aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est industrialisable et qui peut être pensé dans plusieurs pays, allez-y, lancez-vous sur plusieurs pays. Ça, c'est moi le truc aujourd'hui. J'accompagne quelques startups et je leur ai dit, aller très très vite à l'international quand c'est possible. Alors, des fois, il y a des barrières à l'entrée, c'est pas toujours possible, mais voilà. Et pour avoir bossé avec des startups, quand la startup me dit ouais, j'ai passé 12 mois à relever 200 000 balles qui me permettent de tenir les 6 suivants mois jusqu'à temps que je relève à nouveau, ils sont les 5 premières années, ils sont de levée en levée. Oui, bien sûr. Et c'est un boulot à part entière en plus. Si on leur avait mis 2 millions sur la table dès le début, ouais. On pouvait faire un succès mondial beaucoup plus rapidement. En attendant, les concurrents sont présents, on voit le produit sortir, etc. Donc les risques ne sont pas les mêmes. En fait, il y a un tel cocon que le projet, quand il est bon, il explose beaucoup plus vite. Il y a un ensemble d'early adopters. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il y a certaines choses, si tu passes pas par le cœur de la Silicon Valley et que tu n'as pas un ou deux early adopters qui parlent de toi au cœur de la Silicon Valley, ton projet ne sortira jamais. Bien sûr, bien sûr. Il y a un moment, il faut que tu aies des nerds, des geeks, des gens comme nous, mais qui sont influents dans un domaine très spécifique. Demain, moi je vais dire quelque chose, il va y avoir 10 personnes qui vont me suivre en France, toi tu vas dire quelque chose, il va y avoir 100 ou 200 personnes qui vont te suivre en France. Si tu as un gars qui est capable de te lever 2000 premiers utilisateurs rien que dans la Silicon Valley, ça fait la différence. C'est clair. Et puis, pour se revendre aussi, c'est une bonne chose. Mais ouais, non, c'est sûr. J'y ai pas vécu, mais pour connaître les esprits. Enfin, d'ailleurs, tout au travers des États-Unis, il n'y a pas que la Silicon Valley. À New York aussi, il y a de belles choses, et même à Los Angeles. Mais c'est vrai que dans la Silicon Valley, il y a un état d'esprit assez particulier. Mais personnellement, je préfère New York. C'est moins. Il y a un côté. Enfin, New York est quand même unique. C'est quand même le centre du monde, quoi.
toute la côte ouest. Mais bon, bref, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je connais pas assez pour juger, mais il faut plus qu'on en discute dans quelques années quand j'aurai eu l'occasion de faire ma comparaison moi-même. Mais moi j'ai vécu donc 10 ans à New York et tu sais, quand tu es par exemple un Américain qui va arriver en Europe, s'il est de New York, il va pas dire je suis américain, il va dire je suis new-yorkais, quoi. Ce qui veut tout dire. Tandis que si tu es d'ailleurs, bah ouais, non, je suis américain. Non, non, je suis new-yorkais. Voilà. Dis donc, je vois l'heure qui tourne. On est quasiment au format long métrage là. Ouais. Tu réponds à toutes tes questions? On est presque. On n'est pas en train de battre le Hobbit, mais ça affiche 1h27 et 46 minutes, mais on a dû commencer un petit peu après. Donc, avant que. Avant qu'on les endorme tous, je pense que à la limite, il faudrait que tu reviennes parce qu'on a tellement de trucs à se raconter et on n'a même pas encore fait le tour de de tout ce que tu as fait, quoi. C'est ça qui est dingue. Mais de toute manière, je vais mettre les liens, tes nombreux liens, dans le billet. Et de toute manière, maintenant, ben, ça y est, hein, si vous avez en tout cas envie de participer au projet de Pierre, welcome, et surtout c'est quelqu'un que je recommande chaudement pour ses qualités humaines, techniques enfin voilà quoi, vraiment là tu fais partie de la crème quand même, hein, sans Non, j'ai de rougir. non non mais bon Moi, vraiment quoi. moi, je propose à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez me alpaguer sur Twitter, c'est toujours avec grand plaisir. J'adore échanger. Je suis sur Twitter en permanence et voilà, le téléphone sur moi et il vibre à ce moment-là. Allez-y, faites-vous plaisir. Tu veux qu'on les piège, tu veux qu'on mette un mot-clé pour savoir s'ils ont écouté jusqu'ici? Non, pas besoin. Et ouais, si vous avez des questions dans les commentaires, allez-y, je prendrai un peu de temps pour y répondre. Et puis, s'il faut, on se fera un prochain podcast. Je vais essayer d'interviewer Laurent. Il va falloir que je prévoie un voyage chez toi, Laurent. Il faut qu'on fasse ça. Je vais faire une interview de visu, puis tu nous expliqueras comment t'es un nerd avec tous tes Macs. Et puis moi, ce que je propose, c'est si vous avez des questions, que ça vous fait peur, le référencement à l'international, ou c'est des questions très précises en disant tiens, je serais bien référenceur, ben allez-y, faites-vous plaisir. Je pense que Laurent répondra aussi avec grand plaisir. Allez-y. Moi, j'adore donner la connaissance et partager tout ça. Si je peux vous aider, et voilà. Je ne sais pas si ça m'intéressera. Si vous avez des problématiques spécifiques en termes de SEO, si c'est donner 2-3 conseils, toujours avec grand plaisir. Je pense que, surtout pour la jeune génération qui nous suit, alors je dis la jeune génération alors que je suis déjà jeune, mais j'ai des étudiants en cours et voilà, ceux qui arrivent sur le marché du travail, amusez-vous, éclatez-vous, faites des choses qui vous passionnent. Et puis si vous avez besoin de discuter, je suis open. Et c'est surtout, moi je dirais, de savoir simplifier des choses compliquées comme tu le fais, et t'es assez rare pour le souligner. Parce que on n'a pas tout dit dans la vidéo, parce que bon voilà quoi, il n'y a pas non plus besoin de citer les clients, etc. Mais enfin, il y a. Tu gères des choses qui sont sacrément compliquées, quoi. C'est un challenge et je marche au défi. Donne-moi un défi et viens me voir en me disant ouais, je suis sûr que ça va être difficile. Là, on y va. Ça marche. Ben, de toute façon, on se revoit bientôt, là, début février. Hein, je reviens à Genève, donc je vais pas. T'as pas besoin de te recoller la formation, mais au moins on va boire des coups. Je vais revenir 2 jours en formation, tout ça. Mais si tu veux, t'es welcome en tout cas. Merci beaucoup Laurent, voilà, je te remercie pour ton temps, je remercie tous tes lecteurs, on verra s'il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout et puis voilà, have fun. Allez, tchuss, ciao, merci Pierre. Ciao.